tous, est-ce que vous connaissez K-pop Demon Hunters? Bah moi aussi, je connais, et même par cœur, à force de regarder les films avec mes enfants plusieurs fois. Et donc du coup, autant dire que je suis devenue accro et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Mais rassurez-vous, on reste dans le thème de la chaîne et on va un peu analyser le film, explorer la mythologie coréenne qu'il met en avant et je vous proposerai aussi mes hypothèses sur les personnages de Rumi et Jinu. Bref, si vous aimez la culture et la création, cette vidéo est faite pour vous. Pour préparer cette vidéo, je me suis appuyée sur mes recherches personnelles, principalement sur Wikipédia, donc en français, en anglais et en japonais, mais aussi en coréen avec Google Traduction parce que je ne parle pas du tout le coréen. Donc si jamais je dis des mots en coréen et que c'est mal prononcé, bah, je suis désolée, c'est de ma faute. Je ne sais pas du tout parler coréen. Et aussi, si vous souhaitez continuer cette vidéo, je dois vous prévenir qu'il y aura des spoilers. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, il vaut mieux ne pas continuer. Et aussi, petite précision, tout ce que je vais dire dans le cadre de l'analyse, c'est mon analyse personnelle. Donc, libre à vous de ne pas être d'accord, bien entendu. Mais voilà, ça reste toujours mon point de vue, donc voilà, ça n'engage que moi. Alors, commençons. Pourquoi ce film a autant de succès? Parce que, objectivement, le scénario n'est pas super révolutionnaire. C'est le classique démon contre chasseuse. Et pourtant, tout l'univers qui l'entoure le rend unique et exceptionnel. À travers mes formations sur l'écriture et la création d'univers, j'ai appris qu'une histoire réussie repose sur un world building solide. Alors, qu'est-ce que c'est que le world building? En fait, c'est l'art de créer un univers cohérent et immersif. C'est-à-dire les lieux, les règles, les créatures, les mythes, les traditions, tout ce qui donne l'impression d'entrer dans un monde vivant, crédible et captivant. En gros, c'est tous les détails qui rendent l'univers cohérent. Et c'est exactement ce que fait K-pop Demon Hunters. Derrière l'action et la musique, il y a un univers solide, riche, avec sa mythologie, ses symboles et des personnages qui ont chacun une profondeur qui mérite qu'on s'y attarde. Et la preuve d'un world building réussi, c'est que même sans connaître la culture coréenne, on peut suivre l'histoire et on comprend. De plus, dès le début du film, l'introduction nous plonge dans une histoire avec des démons. Le sujet est posé dès les premières scènes. Et c'est exactement ce que recommande la littérature et l'écriture. Un bon récit installe son univers et son thème dès les premières lignes. Du coup, dès le début, on voit des démons surgir de la terre pour attaquer des humains. Et parmi eux, on remarque que certains sont habillés en noir. Ce sont des Jeonsung Saja. Les Saja sont des faucheurs dans la tradition coréenne. Ils portent un hanbok noir et un chapeau appelé gat. Dans la tradition, les Saja ne sont pas méchants. Ce sont surtout des fonctionnaires chargés de guider les âmes vers le royaume des morts où elles sont ensuite jugées pour déterminer si elles iront en enfer ou au paradis. Mais dans le film, ces faucheurs font n'importe quoi. Au lieu de guider les âmes vers le royaume des morts, ils les conduisent vers le royaume des vivants, d'où la panique des villageois. Et pire encore, ils volent les âmes des vivants pour les mener vers Guima. Et donc, pour comprendre tout ça, un petit détour par le folklore coréen s'impose. Le folklore coréen est influencé par le bouddhisme et les sajas viennent de cette vision bouddhiste où les âmes sont jugées, puis renaissent ou trouvent une place en enfer. Mais attention, l'enfer n'est pas toujours une punition éternelle. C'est souvent un lieu de purification temporaire où les âmes subissent des épreuves proportionnées à leurs fautes. L'objectif de l'enfer n'est pas seulement de punir, mais de purifier afin que l'âme puisse renaître plus tard. Puis le film nous présente un autre élément central. Des chasseuses sont nées afin de pouvoir sceller ces démons. Le Honmun est un concept original du film, mais il est inspiré par le chamanisme coréen, le Musok, qui est un culte animiste et qui existait déjà bien avant le bouddhisme et qui considère que les esprits habitent les montagnes, les rivières, les maisons, les objets et même certains animaux. Les chamans, appelés Mudang, servent d'intermédiaires entre les humains et les esprits. Leur pratique vise à protéger, à guérir, à prédire et à apporter la prospérité. Les Mudang sont le plus souvent des femmes et elles conduisent des cérémonies appelées gut. La cérémonie mêle la musique, la danse et des offrandes. Le chant et la musique permettent de canaliser l'énergie spirituelle, calmer ou attirer les esprits et créer une barrière protectrice. Et c'est exactement ce que représente le Honmun dans le film. C'est une barrière spirituelle, chantée et renforcée par la musique. Le Musok distingue plusieurs types d'esprits. Il y a les esprits protecteurs, Dangshin, qui protègent la maison, la famille ou le village. Ce sont souvent des animaux, des arbres ou des rochers sacrés et ils sont surtout bienveillants. Ensuite, il y a les esprits des mortels. Une fois morts, les âmes ne partent pas dans un autre monde, mais elles restent et elles peuvent soit devenir une âme bienveillante, donc rester proche des vivants et devenir des Jeosang,
c'est-à-dire des ancêtres protecteurs si les rituels sont accomplis, ou si ce sont des âmes malveillantes, ou si la mort a été injuste, ou si les rites manquent, les âmes peuvent errer comme des guishin. Pour le Musok, le monde des morts n'est pas séparé du monde des vivants. Les ancêtres restent présents, tout près, dans les maisons, les villages et les montagnes. Ce qui est fascinant, c'est que dans la culture coréenne actuelle, le Musok et le bouddhisme ont fusionné, et du coup, une fois mort, notre âme est prise en charge par un saja, et si les rites sont accomplis, elle reste un josang, sinon elle devient un guisin errant. Et le jugement aux enfers avec réincarnation reste toujours possible. Et là, petite observation intéressante, guisin, ça ressemble au mot guima. Bon, ok, c'est juste les premiers syllabes gui qui ressemblent. Moi, je trouve vraiment que guima, guisin, ça ressemble, et c'est ici que je pose ma première hypothèse. Et si en réalité, Guima n'était pas le roi légitime, mais juste un usurpateur? Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça? Déjà, l'origine du nom. Gui, en coréen, signifie fantôme, esprit ou démon. Ma est souvent associé au mal, à la sorcellerie ou aux esprits maléfiques. Donc, Guima, littéralement, ça veut dire démon maléfique ou esprit du mal, ce qui correspond parfaitement à son rôle dans le film. Et dans les légendes coréennes, certains démons attaquent des humains pour voler leur énergie vitale ou leurs âmes. Guima ressemble donc à ces esprits, souvent invisibles, rusés et rapides. Et ensuite, Guima est représenté comme puissant et menaçant dans le film, mais jamais vraiment comme un souverain légitime ou juste. Et dans le folklore coréen, il y a énormément d'histoires où les esprits ou les démons prennent la place de dirigeants humains et manipulent le pouvoir pour leurs propres fins. Je pense donc que Guima pourrait être un esprit errant qui a pris le trône de force. Et cela pourrait correspondre à certains récits où un guisin prend le contrôle d'un corps pour exploiter un monde déjà existant. De plus, les chasseuses de démons, via le Honmun, restaurent l'équilibre. Elles ne s'attaquent pas à un roi légitime ou illégitime, mais à l'énergie malveillante qui a corrompu le monde. On peut donc voir leur action comme une réparation d'une usurpation spirituelle et pas seulement un conflit politique. Le comportement de Guima renforce cette idée. Dans le film, on le voit manipuler et tromper les gens, donc Guima ne se contente pas de régner, il tente d'exploiter les humains, les démons, pour augmenter son pouvoir. Il a aussi des apparitions furtives, comme les guisins. Il est parfois invisible et apparaît sous une forme trompeuse. Et aussi son design, c'est clairement pas un démon comme les autres, il est clairement un intrus, et le fait que seule la musique positive et la connexion avec les fans puissent le contenir, montre qu'il est fondamentalement perturbateur et non un souverain légitime. Dans les légendes, certains esprits prennent la place de dirigeants pour semer le désordre, et Guima correspond parfaitement à ce trope. Bien sûr, dans l'intro du film, il est dit « De tout temps, les démons ont hanté notre monde pour nourrir et renforcer leur roi, Guima ». Mais moi, je pense qu'on peut interpréter ça de deux manières. Soit Guima serait le roi des démons, mais pas le roi légitime des enfers, ou alors l'intro reflète la version officielle racontée par les humains, qui ont oublié qu'il existait un roi légitime avant lui. Donc du coup, avec le temps, tout le monde a fini par croire qu'il a toujours été le roi. Et si on considère Guima comme un esprit malin usurpant le trône, il est logique qu'avant lui, il y ait eu un souverain légitime, ou au moins un équilibre naturel dans le monde spirituel et humain. Le Honmun pourrait alors être vu comme une barrière destinée à protéger ou restaurer cet ordre ancien. Et pour ma part, je trouve que l'idée qu'un roi légitime existait avant Guima est assez cohérente avec les mythes, car le chaos survient toujours après la perturbation d'un ordre préexistant. Et ça renforce aussi l'idée que les chasseuses de démons ne font pas que protéger le monde, mais elles rétablissent un ordre ancien et juste, aidant symboliquement le trône légitime à reprendre sa place. Et le Golden Honmun pourrait représenter la restauration complète du royaume légitime, scellant Guima et son usurpation pour de bon. Alors, si ma théorie est bonne, et que si Guima n'était pas un roi, mais juste un fantôme assis sur le trône qui n'était pas le sien, dans ce cas, qui était le véritable roi avant lui et surtout, qui devrait régner à sa place? Et c'est ici que j'en viens à ma seconde hypothèse. Je pense que le roi légitime détrôné par Guima serait soit le père de Rumi, soit un ancêtre direct. En effet, si Rumi était une descendante directe du roi légitime, cela expliquerait plusieurs choses. Déjà, sa connexion innée avec le Honmun. Rumi semble avoir un pouvoir légitime ou une sorte d'autorité spirituelle naturelle. En plus, son rôle de leader, son rôle parmi les chasseurs, deviendrait logique. Elle n'est pas juste une héroïne ordinaire, elle est la descendante du trône légitime et donc capable de rétablir l'ordre. Et la dernière chose qui me fait dire que Rumi serait l'héritière légitime du trône, c'est la couleur des cheveux de Rumi,
car le mauve est associé à la noblesse et à la royauté. Et ça expliquerait aussi pourquoi Guima ne peut pas la contrôler. Dans les légendes, les esprits ou les démons malins ont du mal avec les lignées légitimes ou sacrées. Et donc, si Rumi est bien l'héritière du roi légitime, Guima perd son pouvoir sur elle, même s'il domine les autres ou a pris le trône. Et cela ferait de Rumi un pivot narratif. Ce ne serait pas juste une chanteuse ou une chasseuse, mais une descendante directe d'un ordre ancien. Et à la fin, en acceptant sa dualité, Rumi deviendrait donc la descendante du roi légitime, donc héritière du trône humain et spirituel, protectrice de l'Unmoon, donc le lien avec le monde des vivants et la musique, mais aussi une figure juste et équilibrée, capable de juger et d'ordonner, comme une vraie reine. Rumi représenterait donc l'équilibre ultime, ni complètement bonne, ni complètement mauvaise, et le fait qu'elle puisse recevoir l'âme de Jinu, pour moi, c'est la preuve ultime qu'elle est bien une héritière légitime des enfers. Enfin bref, pour moi ça me semble évident, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, maintenant revenons au début du film et à la première apparition de Jinu. Dès le début, Jinu est présenté comme un saja, un faucheur. Il est accompagné d'un tigre qui pour moi semble invisible aux yeux des autres démons et n'apparaît pas quand Jinu se présente devant Guima. Donc pour moi le tigre, il est invisible aux yeux de tous les démons. Et cette apparition du tigre soulève plusieurs questions. Déjà parce que le tigre, c'est un esprit protecteur, un gardien. Et pourquoi il est lié à Jinu? Et pourquoi semble-t-il hors de portée de Guima? Et du coup, ça laisse à penser que Jinu, comme Rumi, possède une autorité spirituelle spéciale ou une connexion directe avec le monde des esprits. Donc comme on a vu dans le Musok, il y a deux types d'esprits. Les esprits des mortels et les esprits de la nature. Et dans la mythologie coréenne, le tigre est une figure tutélaire des montagnes et de la nature. C'est un protecteur. Il garde les foyers et il symbolise le courage. Les tigres peuvent être dangereux s'ils sont offensés, mais ce n'est jamais un animal démoniaque. Il n'a aucun lien avec le royaume des morts. Donc, le tigre n'est pas une aberrante ni un démon. Il appartient au monde des esprits de la nature. Et à ce tigre s'ajoute une pie, ou un pigeon comme elle dit en français. Et la pie, en fait, c'est un oiseau messager, annonciateur de bonnes nouvelles, et elle relie les humains au monde céleste. Son rôle est toujours positif. Elle symbolise la vie, la prospérité et la joie. Et du coup, ma question c'était pourquoi ces deux symboles, le tigre et la pie, accompagnent Jinu, qui est un faucheur au service de Guima. Donc pour comprendre ça, on va parler des minhwa. Alors qu'est-ce que c'est les minhwa? Le minhwa, c'est un style de peinture traditionnelle coréenne, populaire entre le XVIIe et le XIXe siècle. Littéralement, minhwa, ça veut dire peinture du peuple. Et contrairement aux peintures royales, le minhwa a été créé pour protéger, porter chance et célébrer la vie. Et un des motifs les plus célèbres des minhwa, c'est justement le tigre et la pie. Dans les minhwa, le tigre est souvent caricatural, grotesque ou comique. Il protège tout en faisant sourire et il symbolise la force et l'humour face à l'autorité. La pie est le messager du bonheur et des bonnes nouvelles. Elle annonce la réussite et la prospérité. Et le duo tigre-pie dans les minhwa symbolise donc l'harmonie et la protection. Et parfois une satire sociale où le peuple se moque des élites. Mais quoi qu'il en soit, ces deux symboles sont bienveillants et pas du tout liés aux démons. Et donc, pourquoi Jinu est-il accompagné de ces symboles protecteurs? Et là, voici ma troisième hypothèse. Je pense que Jinu a été le chef des sajas. Donc pas des saja boys, mais des sajas des faucheurs. Et je pense qu'il a oublié. Ses souvenirs fragmentés sont devenus les membres des saja boys. Donc oui, elle est longue, hein, dans la troisième hypothèse, mais voilà. On sait que Guima peut effacer les souvenirs. Mais la question, c'est que deviennent les souvenirs une fois effacés? Et je pense qu'ils ne disparaissent pas complètement. Et que du coup, les Saja Boys sont des fragments de souvenirs de Jinu. Ou pour faire plus simple, des fragments de Jinu. On sait que chaque membre des Saja Boys représente une facette de la K-pop, mais s'il représentait aussi les souvenirs de Jinu. En effet, Jinu est le seul à avoir un vrai prénom. Et ce n'est qu'à lui que Guima s'adresse dès le début. Les autres sont ignorés comme des simples figurants. Et en plus, dans le folklore, certains esprits peuvent se diviser ou se manifester sous plusieurs formes pour accomplir différentes missions ou rester liés au monde physique. Du coup, le fait que Jinu ait plusieurs fragments de lui éparpillés dans un groupe K-pop, c'est plausible. En tout cas, pour moi, ça me semble possible. Et les sajas, comme on a dit dans la tradition coréenne, ils ne sont pas méchants, ils guident tout simplement les âmes. Du coup, imaginons qu'une fois mort, Jinu soit devenu un faucheur et qu'il ait gravi les échelons pour devenir chef et peut-être pour essayer justement de vaincre Guima.
Parce que pendant la scène des autographes dans le film, il dit « Si la haine pouvait venir à bout de Guima, ça fait longtemps que j'aurais mis fin à son règne. » Ça veut peut-être dire qu'il a déjà essayé, mais qu'il a échoué. Et enfin, dans le film, Gino s'accroche qu'à un seul souvenir, comme s'il n'avait jamais eu rien d'autre. Et quand Rumi lui dit « Mais tu n'es pas que ça !» il ne peut pas répondre, car pour moi, en fait, il ne se souvient plus de l'entièreté de son passé. Alors selon moi, Abi pourrait symboliser les souvenirs de ses combats pour sa famille. Parce que je pense que Gino, quand il était vivant, il n'a pas juste subi les injustices, il s'est quand même battu pour sa famille. Ce serait quand même plus humain, plus réaliste. Baby représenterait son enfance. Romance, peut-être qu'il y a eu des histoires d'amour pendant qu'il était vivant, ce serait logique. Et Mystery, ça représenterait pour moi, en fait, sa période de faucheur officiel. Et si Gino était le chef des faucheurs, mais qu'il a tout oublié, cela expliquerait pourquoi il est habillé en Saja dès le début, et aussi que le tigre et la pie restent avec lui. Parce que je pense que le tigre et la pie se souviennent de tout et le suivent fidèlement. Et je pense aussi que les deux animaux sont là pour aider Gino à retrouver son âme. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est attiré par Rumi dès leur première rencontre. C'est peut-être le tigre qui lui a dit « Hé, va voir Rumi, va voir cette fille, la leader là des Huntrix. » Et en plus, je trouve que les chansons des Saja Boys sont écrites pour être chantées par une seule personne. Et ça renforce l'idée que les Saja Boys pourraient être des fragments de Gino, chacun incarnant un aspect de sa vie. Donc on va un peu analyser les chansons des Saja Boys. Donc si Mystery symbolise les souvenirs de Gino durant sa période de faucheur, ça expliquerait pourquoi il dit dans Soda Pop « Toi tu es celle dont je rêvais, que je n'abandonnerai jamais ». En fait c'est comme s'il s'adressait à Rumi en lui disant qu'il voudrait retrouver sa fonction d'origine. Et je pense d'ailleurs que Gino pressentait déjà que Rumi était la vraie héritière. Ou peut-être que le tigre lui a dit de la tester pour voir si c'était la vraie héritière. Parce que dans Soda Pop, il dit « J'ai le sentiment que tu pourrais bien devenir mon paradis, ma folie. T'es ma lumière dans le noir. » Et ça, je pense que ça annonce beaucoup de choses. Et si Baby était le premier souvenir abandonné par Gino, cela expliquerait pourquoi il est important pour Guima. Parce que ça représenterait pour lui le premier pas pour le contrôle total du chef des faucheurs. Et si Baby est l'enfance de Gino, on peut imaginer qu'il a eu une enfance difficile, car Baby est montré comme désabusé, presque immunisé à tout, malgré son côté enfantin. Il peut par exemple boire du piment sans souci, et ça, c'est inhumain. Moi, j'y arriverai pas, j'adore tout ce qui est piquant, mais je vous le dis, boire du piment comme ça, c'est impossible. Et en plus, ses paroles dans Soda Pop montrent que lui aussi a besoin de lumière. Il dit « J'ai envie de t'avaler, toi seul peux me désaltérer ». Donc ça veut dire qu'il a besoin de quelqu'un, peut-être de Rumi. Et pour finir, on va parler de ma chanson préférée, Ton Sauveur, Your Idol en anglais. Car pour moi, en fait, c'est la meilleure chanson, parce qu'elle offre 2 niveaux de lecture. Et je vais en profiter pour poser ma 4e et dernière hypothèse. La chanson Ton Sauveur n'est pas une déclaration d'amour ou une demande à Rumi de se donner à Gino, mais une promesse aux fans de les libérer. Alors comme beaucoup l'ont remarqué, au début de l'intro, il y a une partie en latin. Et cette partie en latin, ça dit « Dies irae illa vos solve in favilla, maledictus erus in flammas aeternum ». Bon, ce n'est pas du latin correct, mais si on corrige un peu, cela pourrait donner « Dies irae illa solvite vos in favillam, maledictus erus in flammas aeternas ». Et cela pourrait signifier « Jour de colère, toi là, consume-toi en braise, maître maudit dans les flammes éternelles ». Bon après, j'ai fait du latin que jusqu'en 3e et c'était il y a plus de 25 ans, donc je ne sais pas si tout est bon dans ce que je dis, mais j'ai quand même vérifié avec Google Trad et ChatGPT et ça avait l'air d'être correct. Donc je vais me baser sur ma traduction pour la suite. Mais je vais aussi me baser sur la version en anglais, Your Idol, dont le début est rythmé par le Pray for me now, qui veut dire prie pour moi maintenant, et non prie-moi maintenant. Et en fait, ce détail est super important, je trouve, parce que les Saja Boys disent clairement qu'ils veulent qu'on prie pour leur réussite. Et je pense que c'est leur réussite dans le renversement de Guima, pour le faire consumer en braise éternelle. Et je pense que les premiers mots Dies Irae n'est pas posé par hasard. Dies Irae, en fait, c'est un hymne médiéval attribué à Thomas de Celano, qui parle du jour de jugement dernier dans la tradition chrétienne. Et donc l'hymne est chanté durant les messes de Requiem, donc les messes pour les morts, et dans la chanson, après avoir décrit la colère et les flammes, on supplie Dieu d'accorder le pardon. Et ici, ce que je trouve super intéressant, c'est que la chanson a fusionné le folklore coréen avec une référence universelle chrétienne qui est le jugement dernier.
Et du coup, ça donne une dimension mythologique globale et pas juste locale. Et en prenant compte de tout ce qu'on sait maintenant, la chanson devient une imploration implicite. Priez pour moi pour que je sois enfin libérée du maître maudit Guima. Et ici, je pense que Gino trompe Guima en chantant parce que ce qui semble être un message pour Rumi est en fait une chanson pour lui-même et pour les âmes qu'il a mal guidées pour que justement il soit enfin sauvé. Et d'ailleurs, le bracelet que Gino garde de Rumi pendant son spectacle prend tout son sens. C'est son talisman de rédemption, la preuve qu'il croit qu'elle est la seule capable de le sauver. Ainsi, ton sauveur devient un message multiple. Pour les fans, c'est un message d'espoir et de rédemption. Pour Rumi, c'est une reconnaissance qui dit « Tu es mon sauveur, mais aussi celui de toutes les âmes que j'ai mal guidées ». Et pour ces âmes mal guidées, c'est une promesse de libération. Et d'ailleurs, si vous écoutez la chanson en anglais, je trouve que les paroles parlent d'elles-mêmes. En plus, il dit à un moment donné « I will make you free when you are all part of me ». Donc, désolé pour mon accent en anglais, mais en français, ça veut dire « Je vous rendrai libre quand vous ferez tous partie de moi ». Du coup, ça me semble cohérent avec cette lecture. Donc, en conclusion, la force de K-pop Demon Hunters ne réside pas seulement dans la musique, l'action ou le scénario, mais dans tout l'univers autour de l'histoire. Parce que chaque détail, le Honmoon, les Saja Boys, le folklore coréen, les animaux, les couleurs, les chansons, tout ça participe à un world building cohérent et immersif. Et c'est ce mélange subtil de mythologie, symbolisme et modernité qui rend l'histoire crédible et fascinante. On voit que rien n'est laissé au hasard. Les personnages, les souvenirs, les choix, les pouvoirs, tout est lié à cet univers plus vaste au-delà de l'intrigue. Le world building permet aux spectateurs de ressentir la profondeur de ce monde. Un monde où esprit, héritage, chant et musique coexistent, où l'équilibre entre lumière et ténèbres, l'ordre et le chaos est constant. C'est ce niveau de détail et de cohérence qui rend l'univers unique et captivant. Le film nous montre donc que la vraie magie n'est pas seulement ce que l'on voit à l'écran, mais tout ce qui l'entoure, tout ce qu'on peut explorer, analyser et interpréter. Et pour moi, c'est ça le véritable pouvoir du world building. Donc, si vous écrivez une histoire, n'oubliez jamais que chaque détail compte et que le world building est essentiel. Voilà, merci d'avoir regardé cette analyse, j'espère que vous avez apprécié et à bientôt pour de nouvelles explorations. Bye bye!